Première séquence, les dynamiques de la transition alimentaire, histoire, perception et pratique. Alors j'accueille avec nous David Michon. David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine et ingénieur de recherche en sciences humaines et sociales au laboratoire Siméos de l'Université de Bourgogne. Vous travaillez sur l'axe alimentation et gastronomie. Oui, exactement, sur alimentation et gastronomie au Siméos. Vous allez nous présenter un petit peu le thème, c'est penser les dimensions sociales, sanitaires et écologiques de l'agroalimentaire, pour une première histoire des nouveaux systèmes durables. C'est bien cela ? Tout à fait. On va écouter votre première séquence et cette présentation et on aura l'occasion d'échanger ensemble. Donc tout de suite l'intervention de David Michon. Je suis très heureux d'aborder avec vous non pas une histoire linéaire des systèmes alimentaires allant inévitablement vers des considérations de durabilité, mais plutôt tracer quelques lignes à propos de la prise de conscience sociale, sanitaire et écologique d'une agriculture en mouvement, d'une agro-industrie tantôt plébiscitée, tantôt décriée, et par là même de la figure de l'agriculteur au regard d'événements mondiaux, de décisions politiques et de changements comportementaux. Mon objectif n'est pas de détailler ce que la sociologie rurale nomme système alimentaire alternatif, donc les agricultures raisonnées, biologiques, paysannes, intégrées ou de précision, mais de saisir les facteurs d'une prise de conscience d'autres voies possibles face au maître étalon qu'est le modèle historique conventionnel, sous-tendu par des principes d'organisation industrielle et marchand. Hop, voici. Voici un bref découpage thématique afin de se retrouver dans ce qui n'est qu'une introduction réflexive, puisque cet enregistrement me permet d'être certain de respecter les 15 minutes allouées. Tout d'abord, sous l'expression système alimentaire, il faut entendre l'ensemble des règles de fonctionnement et les pratiques qui déterminent les modes de production, transformation, conditionnement et distribution des biens alimentaires. Ils influencent les biens consommés, leur nature, leur accès, mais aussi la manière dont ceux-ci sont produits ou échangés. En effet, ces systèmes alimentaires ont répondu et probablement contribué à l'essor massif de la population et opérer une conciliation possible avec ce qu'on pourrait penser être un paradoxe. Augmentation du nombre d'habitants, mais chute du nombre d'agriculteurs parmi les actifs. Les années d'après-guerre ont donc vu la productivité progresser jusqu'à devenir un système exportateur avec l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et la sélection de semences. La surface que chacun cultive s'est accrue grâce à une motorisation de plus en plus performante, voire au recours à des entreprises de travaux agricoles ou à l'organisation de coopératives d'usage de machines agricoles. Ces mutations autour de systèmes globalisés ont permis de nourrir 3 milliards de personnes dans le monde, en plus, sur un demi-siècle. Après un dépeuplement continu des campagnes, dont le point de bascule se situe en 1931, où on a plus d'urbains en France que de ruraux, le repeuplement des campagnes à la fin des années 60, inégal mais continu et qui se poursuit de nos jours, est une caractéristique démographique de cette période. Certains territoires retrouvent la même densité qu'au milieu du XIXe siècle, mais les modalités sont différentes. La campagne se disperse jusqu'à parler de territoires périurbains ou de territoires ruraux sous influence urbaine, pour reprendre la définition de l'INRA et l'INSEE. Entre fonctions résidentielles facilitées par de nouvelles mobilités, avec la voiture par exemple, et de nouvelles catégories sociales, les employés, les retraités, certains ouvriers et cadres, ce renouvellement du rapport à la terre correspond à la fin de l'idéologie de la puissance fossile. Dans les années 60, toujours, la France des villes supplante la France des champs, la puissance ne vient plus de la terre. À l'origine, l'objectif pour le développement était simple, il s'agissait de combler le retard de productivité de l'agriculture et de produire plus, qui se traduit par des exigences de standardisation. Une nouvelle conception de la nature, avec l'idée de créer un équilibre territorial et rural, instaure un premier devoir de maîtrise sanitaire. Alors on le voit, c'est un tournant important puisque la politique agricole commune, PAC, prévue par le traité de Rome en 57, mais initiée en 62, coïncide avec la période des Trente Glorieuses. Et ce développement des filières agroalimentaires sera bientôt
qualifiés de productivistes. Mais de plus en plus de voix s'inquiètent de la qualité des aliments et des impacts environnementaux. Pourtant, de nouvelles normes portent sur la traçabilité des productions agricoles, avec l'identification des origines territoriales des produits agricoles et alimentaires. Par exemple, je pense aux mentions d'origine, aux encouragements à des pratiques de production, certaines pratiques de production. D'ailleurs, des groupements se forment à cette époque-là autour de ce qui est alors nommé l'agriculture biologique, notamment à la fin des années 70, en 78, avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique. 4 ans plus tard, la création de l'Institut technique de l'agriculture biologique. En 1984, le mouvement de l'agriculture paysanne s'organise avec la constitution de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural. En 1993, le Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement, la phare, veut, je cite, réduire les effets négatifs pour l'environnement de certaines pratiques sans remettre en cause la rentabilité économique. Si plusieurs considérations évoquées restent l'affaire d'initiés et d'intéressés, des événements mondiaux vont bousculer ces systèmes. Alors, si la médiatisation des scandales alimentaires et sanitaires est ancienne, on en a des traces à la fin du XIXe siècle, ces crises sont désormais globales, au sens de tout un environnement, tout un système, du point de vue français, parfois lointaine, notamment pour le Japon dans les années 50, avant d'être, par contre, bien réelles, quasiment kinesthésiques dans les années 1980. Par exemple, c'est le veau aux hormones, puis surtout la vache folle, qui est plus impressionnante parce qu'avec les images de vaches tremblantes, d'abattage massif, cela marque largement les consommateurs. Et finalement, ces crises ont révélé des techniques de production que peu de monde connaissait, s'imaginait ou s'avouait peut-être. Ainsi, la puissance publique est désormais sommée d'être garante de la sécurité sanitaire des aliments. Le paradoxe réside dans le fait qu'au cours des décennies précédentes, 50, 60, 70, elle avait déjà réussi à éradiquer les principaux risques infectieux alimentaires, mais les accidents qui se produisent au cours des années suivantes soulèvent une grande émotion parmi la population. La suspicion touche, citons, les décideurs publics, les chercheurs et aussi les producteurs. Ce ne sont plus des crises d'approvisionnement, mais des crises de confiance. À la peur de manquer, c'est substituer la peur de se tromper. Ça constitue un changement fondamental de paradigme dans l'organisation de la production. D'un côté, les flux de matière qui circulent depuis les champs et les élevages jusqu'aux consommateurs via les entreprises agroalimentaires, les entreprises de distribution, et de l'autre, les flux d'informations qui remontent, alors soit des consommateurs via leur acte d'achat, soit des citoyens sous la forme d'opinions, parfois d'opinions organisées dans des organisations. Donc dans des organisations. Le principe de précaution prévaut désormais dans l'agriculture. Aller vers un système durable entend bien cette prise de conscience d'une abondance qui serait alors néfaste pour une société en tout cas qui surproduit, ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'il nourrit équitablement tout le monde, il y a une vraie nuance. Et ce principe de précaution n'est pas uniquement pour prévenir des risques, mais d'abord pour gérer des ressources, et notamment des ressources naturelles. Ce sont alors la diffusion d'initiatives de courtes échelles, de circuits locaux, pour retrouver un lien et une compréhension dans ces systèmes considérés comme nébuleux, donc suspects. Ainsi, selon Rifkin, je l'ai indiqué, petit à petit, des millions de mangeurs deviennent collaborativement des acteurs de l'alimentation. Cette tendance fait que, finalement, le droit à la nourriture est désormais un droit qui est considéré comme fondamental. Alors, un mouvement général tend donc à considérer le territoire autrement qu'un espace qui donne, qu'un espace, disons, nourricier. C'est un espace qui n'est plus seulement le berceau d'un aliment, mais qui le dépasse largement. Petit à petit, c'est tout un ensemble de représentations culturelles et sociales qui sont à l'œuvre finalement dans cette démarche de consommation. Et cette réappropriation du territoire passe donc par sa connaissance et sa pratique, notamment une pratique qui est permise de plus en plus par le fait de vivre sur, a priori, d'actuelles ou d'anciennes terres de production alimentaire.
En France et en Europe du Sud, l'expansion de la science dans l'alimentation cohabite avec une forme d'hédonisme alimentaire que nous ne détaillerons pas ici, mais dont une forme sociale est désormais reconnue par l'UNESCO. Voilà d'ailleurs pile 10 ans. Le début du XXIe siècle voit sa diffusion, voit une vraie diffusion finalement des connaissances nutritionnelles, comme je l'ai indiqué, dans le corps social, à travers différents médias, entre médicalisation et nutritionnalisation de l'alimentation, mais ma collègue Clémentine Hugol-Gential vous en parlera probablement juste après. En somme, on peut tracer, en respectant les considérations socio-économiques des espaces mondiaux, une sorte de continuum entre agriculture, alimentation, industrialisation alimentaire, comportement alimentaire et culturel. Alors, sans point de départ particulier, mais des espaces mondiaux expérimentent, questionnent et tentent d'éco-construire, selon l'expression de Yann McHarg dès 1969, comme j'ai indiqué. Combiner croissance et respect de la nature devient une sorte de ligne de conduite pour des systèmes qu'il faut considérer en mouvement, puisqu'ils sont issus de jeux d'acteurs, d'initiatives, parfois mineures, et du relais plus ou moins fort des politiques publiques. Cela aboutit aujourd'hui au rapprochement entre alimentation et santé, ancien certes, mais dont tout le monde s'empare aujourd'hui autour de débats sur le risque, les controverses scientifiques et des décisions publiques. Dans ce questionnement, l'idéalisation d'une nature sauvage et la mode du terroir est une préoccupation bien actuelle. Selon l'historien Edward Lynch, le combat contre l'industrialisation alimentaire et la défense d'une agriculture paysanne, respectueuse de la terre, des produits et des hommes, possède des vertus à la fois nouvelles, mais aussi on ne peut plus traditionnelles. En effet, elle renoue avec des thématiques agrariennes un temps oubliées, ou tout au moins mises entre parenthèses par l'industrialisation agricole, celle de la terre nourricière, de l'harmonie avec la nature, pour ne pas dire d'une forme de retour à la terre qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que la dimension médiatique d'un José Bové, par exemple, n'étonne pas beaucoup. Ce local idéalisé s'illustre en France avec le Salon de l'agriculture, relancé en 1964, qui a opéré une mutation à la fin des années 70 pour devenir un succès populaire, médiatique, alors grâce à la visite de personnalités, certes, mais surtout à la mise en valeur des produits de qualité, des produits qu'on dit de terroir, très loin des réalités d'une agriculture industrialisée et productiviste. Enfin, avec la libéralisation du marché agricole vient la difficulté d'application de règles uniformes et applicables à tous. D'ailleurs, des chercheurs de l'INRA ont montré le caractère rationnel à accorder à la diversité des options prises par les agriculteurs selon le postulat. S'ils le font, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors, ces évolutions et ces questionnements sont rappelés pour dépasser l'opposition binaire de ces deux scénarios que l'on entend et lit encore souvent, vivre ou nourrir ou mourir, appauvrir la terre ou la préserver, d'ailleurs comment, sans la toucher, en limitant la mainmise humaine. Finalement, les systèmes alimentaires durables, pour reprendre le titre de la rencontre d'aujourd'hui, se construisent vers la compréhension du territoire au regard des interactions avec les activités agricoles et leur impact sur la qualité de vie des habitants, sur la vitalité économique encore ou le patrimoine rural. Ainsi, les systèmes alimentaires anciens ne sont pas à comprendre dans une vision historiciste. Dans le champ des représentations, il est toujours d'ailleurs périlleux de mettre en avant des ruptures, des bouleversements. Il a été montré que les systèmes alimentaires alternatifs et conventionnels ne constituent pas des mondes séparés. Typiquement, les consommateurs et les producteurs engagés dans les systèmes alternatifs participent également, pour la plupart, au système conventionnel. Les premiers font la majorité de leur achat, on le voit encore, en grande distribution. Les seconds produisent et ou commercialisent partiellement en conventionnel. Valoriser, c'est mon deuxième point, toutes les échelles permettent de se garder de tout ostracisme d'un système au profit d'un autre. D'ailleurs, actuellement, enfin récemment, des enquêtes de terrain témoignent d'une grande diversité des pratiques et donc d'impact au sein des systèmes alimentaires alternatifs. Surtout, le rôle du producteur change. L'agriculteur est moins un pilier de la société puisqu'il surproduit. À cela, on peut ajouter la diversification des produits alimentaires disponibles partout, en toute saison,
donc les importations. Dans les années 70, la perspective de manquer de nourriture a disparu, on l'a vu, et les produits agricoles ont ainsi perdu presque toute valeur marchande, mais aussi et surtout symbolique. Et la figure de l'agriculteur sera, on le voit encore, de plus en plus mise en cause. Alors, les perspectives systémiques, en soi humaines aussi. Finalement, dans un monde fini, aux ressources rares, ce sont les conditions du rapport à l'environnement qui sont déterminantes, et la position des acteurs est donc fondamentale. Elle répond à la question des conditions à satisfaire pour permettre à la population de se nourrir. C'est peut-être finalement déjà la posture culturelle concernant le rapport au monde agricole qu'il faudrait interroger. Alors non pas le voir comme un reste du passé, mais plutôt comme une condition de l'avenir. Alors je m'arrête là pour cette présentation en ayant mobilisé ces logiques sanitaires, sociales. Cela permet, je l'espère, d'ouvrir cette belle journée pour aller plus loin à propos de certains points évoqués dans cette grande introduction. Eh bien, merci David pour cette première présentation en introduction de notre journée. Alors, je regarde un petit peu. Ah si, j'ai déjà une question pour vous, David. Alors, j'espère que je vais bien la traduire. Le champ des représentations par le consommateur est-il différent d'un territoire ou d'une région à l'autre? Si on reste sur le territoire français, disons qu'on a des grosses différences entre ce qu'on appelle l'urbain et le rural. Je regarde aussi sur YouTube parce qu'il y a un petit décalage. L'urbain et le rural, et c'est sûr que le champ des représentations, on peut en parler par rapport à ce passé, notamment ce passé un petit peu fantasmé, puisque on a encore bien sûr des personnes qui ont des souvenirs aujourd'hui. On a des souvenirs d'enfance à la ferme ou de pratique du territoire qui est complètement différente que d'autres. On a déjà des générations, on va dire, mûres, une trentaine, quarantaine d'années, qui à l'école faisaient des visites dans des fermes pédagogiques. Donc d'un territoire à un autre, ce n'est pas uniquement géographique bien sûr, mais c'est aussi quasiment mémoriel. Et donc cette relation-là, j'ai envie de dire, au territoire et à l'aliment est complètement différente. D'accord, merci pour cette précision. Votre corpus de travaux de recherche porte de quelle année à quelle année à peu près? Enfin, je ne sais pas si on peut dire Là, en année ou si c'est par rapport à ce que vous venez de dire à alors génération. là, disons que quand je disais première histoire, c'est pour une forme d'introduction. Il y en a qui ont précisément travaillé, Monsieur Levi par exemple, sur la mise en place bien précise de d'autres systèmes alimentaires, du moins d'autres initiatives, d'autres tentatives, et ensuite comment ça a pu être relayé par le politique. Là, c'était vraiment un travail, on va dire, à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mais on peut aller avant, tant dans les crises, j'ai cité la fin du XIXe siècle, que dans d'autres tentatives ou d'autres penseurs qui ont justement tenté de challenger ce conventionnel dès les années 1920-1930. Là, l'idée en 15 minutes, c'était de voir quelques éléments sur la seconde partie du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Merci, merci David pour cette précision. Eh bien, je vais vous demander de rester en ligne et puis je vais maintenant accueillir Clémentine Hugol Gential, pardon. Clémentine, bonjour, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour, vous êtes maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches, donc HDR, en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire Siméos de l'Université de Bourgogne. Et ma première question, c'est pouvez-vous présenter le laboratoire Siméos? Oui, tout à fait. Le laboratoire Siméos, c'est le laboratoire des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Bourgogne. On est structuré en 3 axes thématiques. Un axe sur l'alimentation et la gastronomie, que je copilote avec ma collègue Anne Parisot, un axe sur la santé et la médiation des savoirs, et un axe sur les territoires. Merci. Donc, Clémentine, vous allez nous présenter le bien et le bon manger, de la santé à l'éthique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux autour de l'alimentation et autour d'une dimension que j'essaie de travailler sur le bien et les bons à manger, qui considère l'alimentation dans ses aspects nutritionnels et l'alimentation dans une perspective plus holistique, comprenant des dimensions de goût, de santé, de plaisir et d'environnement. Ainsi, le contexte actuel et les enjeux autour de l'alimentation sont nombreux. Si on regarde un petit peu autour des discours mis en circulation autour de l'alimentation, on voit qu'il y a une pluralité de discours.
Un discours autour de la médicalisation des pratiques alimentaires qui entraîne une nutritionnisation des pratiques et des discours. Cela est lié au Programme national nutrition santé qui a émergé en 2001 en France, donc depuis quasiment 20 ans. Une montée d'un discours contradictoire, reconfigurant le plaisir, la convivialité et le goût qui retrouvent une certaine légitimité. Et par ailleurs, on voit la notion de consommation engagée qui a connu un essor sans précédent au cours du XXe siècle. Ceci donne lieu à de multiples discours sous différentes formes auxquels sont exposés les citoyens et les consommateurs. Ainsi se pose la question de qu'est-ce qui arbitre nos différents choix alimentaires. Pour cela, j'aime utiliser cette échelle des décisions alimentaires qui a été successivement enrichie par Jean-Pierre Poulain, Dominique Desjeux et Jean-Jacques Boutteau. Ainsi, différents éléments viennent à expliquer nos différents choix alimentaires, des éléments biologiques, quels sont nos besoins physiologiques, qu'avons-nous besoin pour vivre, des éléments autosphériques, qu'est-ce que nous aimons, des éléments microsphériques, les interactions sociales, la famille par exemple dans laquelle j'évolue, des niveaux mésosphériques sur lesquels je vais revenir, un niveau macrosphérique, donc tout ce qui est style de vie, contexte social et culturel, par exemple tout ce qui est lié à la durabilité à l'heure actuelle, et le niveau métasphérique qui est lié aux croyances imaginaires et symboliques qui se construisent autour de notre alimentation. Le niveau mésosphérique est le niveau des discours mis en circulation dans l'espace public. Ainsi, aujourd'hui, les discours sont nombreux. Si l'on regarde, par exemple, au travers des discours d'État portés par des ministères, nous avons 3 ministères aujourd'hui qui communiquent autour de l'alimentation. Nous avons le ministère de la Santé, à travers du PNNS, nous avons le ministère de l'Agriculture, avec notamment le Programme national pour l'alimentation, et plus récemment, nous avons le ministère de l'Écologie. À cela s'ajoutent des discours institutionnels, d'ONG, d'associations, mais aussi des discours commerciaux portés par les industries agroalimentaires et les marques. Quant à Média, l'Observatoire publicitaire alimentaire a fait en 2017 un classement des différentes lignes communicationnelles des publicités sur un corpus publicitaire des industries agroalimentaires, montrant qu'il y avait 4 lignes communicationnelles développées. Une ligne sur la simplicité retrouvée qui vise à sublimer le quotidien, à s'inscrire dans la réalité du citoyen et du consommateur. Une ligne sur les engagements rassurants qui vise notamment à valoriser tout ce qui est l'éthique, l'authentique, la responsabilité environnementale. Une ligne communicationnelle sur la convivialité rassurante, comme a pu le développer par exemple Michel et Augustin sur le fait de l'être ensemble, comme l'a fait aussi plus récemment Coca-Cola. Et enfin, l'intense feeling, tout ce qui est gourmandise, le petit plaisir individuel que l'on se fait sans culpabiliser. Ainsi, les discours sont nombreux, portent différentes valeurs et tous ces discours-là sont soumis aux citoyens consommateurs. Les enjeux de ces discours mis en circulation, on les a particulièrement étudiés dans le cas de l'alimentation cancer. Alors pourquoi avoir étudié particulièrement dans le cas de la maladie? Puisqu'on se rend compte que la maladie cristallise la relation à l'alimentation et notamment dans le cas de cancer, je reviendrai et j'expliquerai pourquoi. Par ailleurs, le cas de la maladie est intéressant, en tout cas opportun d'étudier, puisqu'on sait que 20 à 40%, même jusqu'à 60% selon les revues de la littérature, des patients sont dénutris en situation de maladie et que leur état nutritionnel tend à se dégrader pendant leur séjour hospitalier. Ainsi, pourquoi s'intéresser plus spécifiquement au cancer pour comprendre les discours et les représentations circulant autour de l'alimentation? Je vais l'expliquer. Alors, ceci vient du projet ALIMS. Le projet ALIMS, nous avons étudié 3 établissements, 13 unités de soins. Nous avons fait de nombreux croisements méthodologiques et on a essayé de traiter l'alimentation comme un fait social total en s'intéressant aussi bien aux dimensions biologiques qu'aux dimensions métasphériques avec la représentation et les symboliques. L'ensemble du projet est disponible sur le site internet que vous voyez ici, www.projet-alims.fr. Donc, le cas de l'alimentation cancer nous a intéressés parce qu'aujourd'hui, de nombreux discours sont mis en circulation sur l'alimentation cancer. Pour autant, la prise en charge diététique reste encore limitée. L'alimentation est devenue à la fois un grand espoir pour la prévention des cancers, voire pour leur traitement, et à la fois une grande source d'inquiétude sur ces risques cancérigènes. On a voulu mieux comprendre les représentations et discours circulants autour de l'alimentation cancer au travers de 2 protocoles d'études. Le premier, je ne vais pas m'attarder dessus, c'était une analyse des discours mis en circulation.
On a fait un corpus, des textes notamment que l'on trouve dans les magazines, différents types de magazines féminins, magazines de santé, sur les forums en ligne également, pour voir quels étaient les discours mis à disposition des internautes, des citoyens qui cherchent de l'information sur l'alimentation cancer. Ainsi, on a pu montrer que 3 types de discours cohabitaient. Un discours institutionnel, particulièrement marqué par l'intention de fournir des informations quant à la santé au sens large et adapté au grand public. Un discours médical qui mobilise un champ lexical scientifique et qui traite souvent de manière causale nos habitudes alimentaires. Et enfin, un discours sociétal qui remet en cause notre manière de nous alimenter, l'industrie agroalimentaire, mais aussi parfois les réseaux médicaux dits conventionnels. Donc ça nous permettait de dresser le panorama des discours mis en circulation autour de la question de l'alimentation cancer, où on retrouve des données nutritionnelles, des données médicales et des données également plus globales, traitant notamment de l'environnement, de la production agro-industrielle et autres. Donc ça, c'était un premier pan de notre étude que je n'ai pas détaillé plus longuement. Le deuxième pan, c'était une analyse de tri, donc que je vais vous présenter, notamment pour comprendre quelles étaient les habitudes alimentaires, mais également pour comprendre quelles étaient l'information auxquelles se référaient les patientes que nous suivions. Alors, la recherche informationnelle, elle est extrêmement importante dans le cadre de l'alimentation, notamment en situation de cancer. Notamment, on avait des patientes qui, dans des entretiens, donc dans des premiers entretiens, nous avaient dit: «À la limite, on ne sait jamais quoi faire. J'écoute et j'écoute beaucoup d'émissions. Bon, c'est bon ou moins bon, ça c'est bon ou mauvais pour le cancer, il ne faut pas en manger, ça se contredit souvent. Avant, je prenais mon petit déjeuner avec du lait, maintenant c'est fini, c'est tellement controversé.» Ou bien encore, je connais les vertus cancérigènes du curcuma, je l'ai lu. J'ai lu un article comme quoi le pamplemousse sur les traitements, ce n'était pas génial. Donc on voit plein d'informations qui circulent, plein d'informations qui sont ensuite récupérées par les patients et qui vont les appliquer ou non dans leur quotidien. Ainsi, donc je disais, on a fait une tâche de tri libre. Cette tâche de tri visait à comprendre quelles étaient les représentations de l'alimentation, quelles étaient les habitudes alimentaires, quelles était la recherche informationnelle qui était faite pour s'informer au niveau de l'alimentation. Donc nous avons ici inclus 60 patientes d'un âge moyen de 57 ans, avec des cancers essentiellement gynécologiques, donc cancer du sein, cancer de l'ovaire, avec donc cette volonté de comprendre les représentations sociales et leurs effets sur la constitution du répertoire alimentaire. Donc nous avions donné 30 aliments sélectionnés sur la base d'entretiens exploratoires et nous avons vu différentes stratégies de tri mises en œuvre. Les habitudes dichotomiques, ce que je consomme, ce que je ne consomme pas, les catégories alimentaires, les menus, ce qui est consommé par exemple le midi ou à dîner, un classement lié à la santé, ce qui est bon ou mauvais pour la santé, donc quelque chose de très dichotomique. L'hédonisme, classement par ordre de préférence, et fréquence à laquelle la patiente consomme ou non les aliments proposés. Alors la santé, en fait, elle apparaît en tension dans les différentes modifications alimentaires, puisqu'on voit que ici, par exemple, un verbatim, j'ai classé en fonction des protéines, des glucides, des lipides. Enfin là, j'ai mis tout ce qui est légumes et produits sains. Ici, j'ai mis tout ce qui est gras et sucré, donc ça, ce n'est pas bon. J'hésitais puisque le chocolat, ça dépend duquel. J'hésitais pour le chocolat puisque ça dépend duquel, pardon. 40% des patientes interrogées opèrent des modifications alimentaires. Soit elles ajoutent des aliments, soit elles suppriment des aliments. Et ces stratégies d'éviction et d'adjonction sont liées à deux déterminants principaux. L'aversion, les gènes et le dégoût, c'est acide, ça me dérange pendant le traitement par exemple, ou des idées préconçues autour des méfaits ou bénéfices supposés. Il paraît que c'est du poison, en parlant du pamplemousse, ou bien on m'a dit que ça pouvait donner du fer, un peu, le vin. Ce que l'on voit ici, et on a complété cela avec différents entretiens que l'on a conduits tout au long du projet. Le projet ALIM, ça a duré de 2015 à 2019, donc 4 ans, ce qui nous a permis notamment de faire 206 entretiens. C'est qu'on a encore une dichotomie très forte entre sain et gourmandise, entre plaisir et santé. Mais on a aussi une nouvelle classe qui est en train d'émerger, avec bon au goût, la catégorie du bon au goût, bon pour le moral, bon pour sa santé, bon pour l'environnement, avec une vision beaucoup plus globale et holistique de l'alimentation. Ce qui est bon pour l'environnement est aussi bon pour la santé, et un lien qui est fait de plus en plus nettement par les citoyens, patientes et consommateurs que nous avons pu interroger. Ce que l'on a pu voir ici, dans le cadre de ce projet ALIM, c'est que l'imaginaire alimentaire se modifie, prend de nouveaux contours en contexte de maladie,
a des impacts forts sur la symbolique et les représentations alimentaires. C'est pour ça que ça nous a intéressé véritablement de travailler cette question de la représentation alimentaire à des moments de rupture de la vie du citoyen. Alors, ce bon à manger, il nous intéresse particulièrement, ce bon goût, bon pour soi, bon pour l'environnement, parce qu'il apparaît finalement de manière saillante dans de nombreux discours, tant dans les discours institutionnels que dans les discours commerciaux, que dans les discours des citoyens, et ici des patientes que nous avons pu rencontrer. Ici, je vous livre un verbatim d'une femme de 56 ans qui me parlait de sa consommation de gingembre. Elle s'était mise à consommer massivement du gingembre, étant persuadée des dimensions curatives de cet aliment. Et elle m'explique pourquoi. Et parce que le gingembre, j'ai l'impression vraiment très clair que ça me donne de la pêche, que ça me donne de la force en fait, de l'énergie. Je le sens. Déjà, c'est une racine. C'est pas vraiment une racine, c'est un bulbe. Et tout ce qui est bulbe ou racine, comme un oignon ou comme un ail, pour moi, c'est quelque chose qui donne, qui est proche de la terre et qui donne de l'énergie. Pour moi, c'est un peu imagé, mais ça aussi, ça m'aide beaucoup, cette terre. Donc on voit ici le rapport à l'environnement, le rapport au sol, à la terre, et tous les imaginaires liés qui se construisent autour d'une alimentation qui serait également favorable pour la santé. Ce qui est intéressant dans les discours mis en circulation autour de l'environnement, c'est qu'on retrouve finalement des éléments liés à l'alimentation santé. C'est-à-dire que dans les différentes analyses du Programme national de nutrition santé et des différents discours qui en ont découlé, il a été souligné le ton injonctif employé, donc avec l'impératif de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, pour manger bien et être en bonne santé avec le fameux manger, bouger. Ce qu'on retient des différents discours mis en circulation autour de l'alimentation cancer, qu'ils aient une orientation hygiéniste, une orientation santé ou une orientation environnementale, c'est la question de la responsabilisation individuelle. C'est-à-dire que finalement, le fait de bien manger et d'être en bonne santé repose sur l'individu et sur les régimes alimentaires qu'il peut mettre en place avec une logique préventive, se prémunir du cancer en mangeant équilibré en amont, mais aussi parfois, dans certains discours, une logique curative. Donc ça, c'est vraiment la question de la responsabilité du patient et on voit une nouvelle axiologie qui se construit avec le pouvoir, le devoir, le vouloir, mais aussi le savoir finalement, parce qu'avec toute cette pluralité de discours, comment arriver à faire le tri sur les différents éléments mis en circulation. Alors, le bien et le bon à manger, est-ce une nouvelle injonction individuelle? Je vous livre un verbatim d'Alain Ducasse qui dit « Si on s'obstine à manger des fraises en décembre, on commet une triple erreur. Ces fraises n'auront aucun goût, aucune vertu diététique, et leur culture aura été désastreuse pour la planète, ça fait beaucoup. » Donc on voit ici que finalement, ne pas respecter le cycle des saisons est vu comme tout un triptyque finalement désastreux qui touche le goût, la diététique et l'environnement. Ici, cela nous interroge beaucoup entre le pouvoir et le devoir d'agir. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Sur la responsabilité, est-ce une responsabilité individuelle ou est-ce une responsabilité publique, collective, politique et collective? Et enfin, ce que l'on note, c'est que cette notion-là s'ajoute dans nos choix alimentaires. C'est une complexité qui s'ajoute dans nos choix alimentaires et qu'au-delà du sain, au-delà du plaisir, se pose également la question des dimensions environnementales, durables et éthiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci Clémentine pour cette présentation. Alors, j'ai quelques questions. Alors, il y a à la fois des questions sur l'intervention de David, mais j'ai une question pour vous, Clémentine. L'évolution de l'imaginaire alimentaire donne-t-il au final plus de synchronisation des discours des différents ministères? C'est assez précis. Non, je ne crois pas. Je crois que il y a, on va dire, un ajout. En fait, à chaque fois, c'est des strates qui s'ajoutent, mais en fait, les ministères ont chacun des rôles qui sont clairement établis. Par exemple, si on prend entre ministère de la Santé et ministère de l'Agriculture, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. On avait vu, par exemple, début 2019, un conflit entre notre ministre de la Santé et notre ministre de l'Agriculture à propos du vin et sur la consommation de vin, où notre ministre expliquait de l'Agriculture expliquait que boire un peu de vin, ce n'était pas problématique, là où Agnès Buzyn a tout de suite répondu que non, il y avait des enjeux autour de la lutte contre l'alcoolisme. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait une synchronisation. Je crois que chaque ministère défend des enjeux propres et que parfois, du coup, ça donne aussi au niveau d'État différents types de discours qui sont promus et portés.
Merci. Autre question. Alors, bonjour Clémentine. Depuis quand observe-t-on cette représentation holistique du bon manger? Alors nous, on l'a vu émerger dans nos recherches de manière simultanée, en fait, dans 3 programmes différents. Un qui portait sur la consommation des légumes, un qui portait sur la cuisine domestique et l'un sur le projet ALIMS, donc 3 programmes différents. Et on l'a vraiment vu émerger de manière saillante à partir de 2014-2015 dans nos recherches. Alors, une autre question qui est peut-être moins dans votre champ de la recherche, mais plutôt en tant qu'expert en communication. Est-ce que j'extrapole trop si je dis que tu recommandes une communication holistique, c'est-à-dire goût plus environnement plus santé, et qu'une communication sur un seul pilier de l'environnement parlera moins aux consommateurs? Je ne sais pas si, en termes de thématique, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il faut pousser en premier? Je pense que ça dépend aussi des profils et de l'individualisation de la communication qu'on peut avoir. Par contre, ce que je note de manière assez récurrente, que ce soit dans mes recherches, mais aussi dans la revue de la littérature d'autres collègues, c'est vraiment la question du ton qui est donné au message. Aujourd'hui, l'injonction, que ce soit au niveau de la santé ou de l'environnement, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, plutôt d'être sur des dispositifs de communication engageante ou accompagnante. Et c'est vraiment aujourd'hui cette notion d'injonction qui fait du coup poser la responsabilité sur l'individu à part entière, qui est aujourd'hui, à mon sens, à déconstruire et à retravailler. Alors, un petit peu la même question qui guide un peu ce fil rouge. On voit bien cette médiation sur l'ensemble du territoire et qui fait l'objet de vos travaux au sein de l'équipe Siméos. Est-ce qu'on peut dire que par territoire, des actions locales qui peuvent être entreprises par une collectivité, une association, peuvent avoir une influence sur l'imaginaire collectif à l'image d'un territoire ou pas? Oui, on peut imaginer à l'image d'un territoire faire des choses qui soient... Enfin, ça peut être intéressant justement d'être un laboratoire local, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, tout en ayant en tête que, par ailleurs, les citoyens sont exposés à d'autres messages qui ont des portées nationales ou mondiales. Mais en tout cas, ça peut être des objectifs. Je pense que cet après-midi, ça sera évoqué dans le cadre du projet TIGA, mais ça fait partie des objectifs aussi d'être un laboratoire expérimental à une échelle locale. Merci Clémentine. Alors du coup, j'ai une autre question. Alors je pense qu'elle concerne plus David par rapport à votre présentation tout à l'heure. Est-ce que le mouvement de réappropriation des territoires que vous décrivez est mondial ou concerne-t-il seulement, alors attendez, j'ai la suite des questions, les pays européens? Non, non, pas forcément les pays européens, mais d'autres pays urbains qui ont peut-être largement urbanisé, qui ont peut-être perdu un rapport direct dans la représentation à la terre, notamment au Canada, il y a des mouvements assez forts par rapport à ça. En Australie aussi, par rapport à d'autres logiques et de liens entre les peuples, c'est un petit peu différent, et notamment les peuples premiers, comme on dit. Non, c'est pas que ouest européen, ça peut aussi concerner d'autres territoires. Merci. Alors, je m'adresse au public. Je m'excuse, il y a une question que je viens de censurer. J'ai fait une mauvaise manipulation, donc si la personne peut la reposer, je pense qu'elle s'adressait à David et je pense qu'il a en partie répondu. J'ai vu le mot-clé Amérique du Nord, donc je pense que c'était une comparaison aussi en termes de comparaison avec les États-Unis, mais je pense qu'effectivement, David y a répondu en partie. Eh bien, il n'y a plus de questions pour le moment, donc je vais encore vous demander de rester en ligne et puis on va enchaîner avec notre troisième présentation. Alors, troisième présentation qui concerne, que je ne me trompe pas de ligne, innovation sociale, circuit court et relocalisation, l'exemple d'un marché de producteurs dans la Drôme. Donc, Mathieu Dubois de la Barre est maître de conférence à AgroSub Dijon. Il est chercheur au Césaire, donc lui, l'équipe de recherche Césaire, qui est constituée de 3 établissements que sont AgroSub Dijon, l'INRAE Dijon, l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, eh bien, je vous propose qu'on commence la présentation de Mathieu. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mathieu Dubois de la Barre, je suis enseignant-chercheur et je travaille à l'unité mixte de recherche du Césaire. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est le lien entre circuit court, relocalisation et changement social, au travers de l'exemple d'un marché de producteurs dans la Drôme. C'est un travail qui s'ancre dans un projet de recherche européen, Strand to Food, et qui a été réalisé entre 2017 et 2020 par Jean-Loup Lecoeur, un de mes doctorants, et moi-même.
Alors, ce qui va être au cœur de mon propos, c'est le potentiel lien qui existe entre circuits courts, action collective et changement social. Alors, bien que les circuits courts soient finalement un mode traditionnel d'échange alimentaire, ils cristallisent aujourd'hui de nombreuses attentes, tant de la part des acteurs que des chercheurs, autour de cette question du changement social. Donc, pour essayer d'apporter quelques pistes de réflexion autour de ce potentiel lien, je vais m'appuyer sur la notion d'innovation sociale, ce qui me permet en fait de qualifier ces changements autour de 3 grandes idées. D'abord, la plus classique, c'est que les circuits courts sont un changement, une innovation organisationnelle, c'est-à-dire le fait qu'on change l'organisation finalement de la relation marchande en réduisant les intermédiaires. La deuxième est que les circuits courts potentiellement représentent une alternative au système alimentaire conventionnel. Et donc là, l'idée, c'est effectivement, il y aurait un nouveau modèle, voire une opposition à ce qui existe. Et enfin, dans la continuité d'ailleurs de cette deuxième dimension, les dispositifs de circuits courts alimentaires seraient des supports de dynamique, ou en tout cas seraient favorables à des dynamiques de démocratie alimentaire, c'est-à-dire en fait le lien qui permettent, la relation qui permettent entre mangeurs d'un côté et producteurs de l'autre serait favorable au fait que l'activité alimentaire ne soit pas simplement une activité de consommation, mais soit bien une activité citoyenne. Alors pour travailler ces questions, nous sommes appuyés sur une étude de cas. Il s'agit d'un marché de producteurs biologiques en milieu rural, un marché relativement modeste qui se passe dans une ferme privée et qui concentre en fait 6 producteurs. Et ce qui est tout à fait intéressant, mais pas du tout propre à ce dispositif, c'est qu'on y retrouve une forte articulation entre d'une part une activité commerciale et des formes de liens sociaux. Alors ces formes, elles sont présentes dès finalement l'émergence en 2014 de ce marché de producteurs, parce que c'est suite au succès qu'a rencontré un bal folk que le couple d'éleveurs s'est senti autorisé en lien avec un couple de maraîchers, ou en tout cas a eu la volonté de créer ce lieu. Et on le retrouve également des formes de lien social à bas bruit, le fait par exemple que sur le lieu du petit marché soit en quelque sorte une fenêtre sur les activités du territoire, que ce soit en termes de médecine alternative, d'activités culturelles, de concerts, d'activités plus militantes, la défense de la ZAD qui existe à proximité, mais également, toujours de manière informelle, des formes d'engagement des mangeurs vis-à-vis des producteurs, certains qui vont aller donner un coup de main sur l'exploitation, des choses d'ailleurs qu'on retrouve dans les AMAP, mais ici de manière plus informelle. Le fait de remplacer les producteurs à l'étal de temps en temps, ou tout simplement d'échanger des conseils pour leur propre autoproduction. Mais on trouve également des formes d'engagement plus formelles. C'est le cas en particulier en ce moment parce qu'ils sont en train de rénover un hangar pour offrir en fait un bâtiment plus confortable pour le marché. Et dans le cadre de cette rénovation, un espace est prévu, une forme de café associatif qui sera un espace où les usagers du petit marché vont pouvoir s'investir autour d'activités citoyennes ou associatives qu'ils proposeront eux-mêmes. Alors, on voit bien, clairement, on ne peut pas résumer ce dispositif de circuit court, mais de manière plus générale, beaucoup de dispositifs de circuit court a simplement quelque chose qui serait de l'ordre de commercial. Il s'y joue bien plus. Il s'y joue la production d'une action collective, il s'y joue la construction d'un commun entre producteurs et consommateurs. Et cela a à voir avec des formes de changement social, alors certes des formes de changement social localisées, mais tout de même. Et l'idée principale que je cherche à défendre, c'est que finalement, ce commun, ces dynamiques de changement social s'ancrent dans une expérience commune des deux principales parties prenantes, à savoir les mangeurs et les producteurs. Et pour expliquer cette expérience commune, je me fonde sur un concept qui a été développé par un sociologue anglais qui s'appelle Anthony Giddens, qui est le concept de délocalisation. Alors, attention au vocabulaire, quand Giddens parle de délocalisation, il ne s'agit pas au sens commun des entreprises qui vont aller mettre leur activité ailleurs pour essayer de diminuer leurs coûts.
pour Giddens, la délocalisation est l'idée que dans nos sociétés modernes, l'environnement social immédiat est pris en charge par des systèmes abstraits, par des systèmes experts, à la différence des sociétés traditionnelles, et que pour que la société moderne fonctionne, il faut absolument que les individus aient confiance dans ces systèmes abstraits, dans ces systèmes experts. Alors pour rendre plus concret cette notion au travers de l'alimentation, en fait, ou au travers de l'activité agricole, c'est tout simplement le fait que notre activité alimentaire quotidienne dépend d'un système sur lequel nous n'avons pas de maîtrise, ni cognitive, ni technique. Et c'est exactement la même chose dans le cadre du travail agricole. Et du coup, le fait que nous soit pris en charge finalement par l'extérieur, alors que c'est quelque chose qui touche notre intimité et notre quotidien, fait que pour que cela fonctionne, nous devons développer une confiance forte en ces systèmes abstraits et ces systèmes experts, une confiance que Giddens qualifie de ontologique. Or, par rapport à l'alimentation, cette confiance est rompue à plusieurs niveaux. Et d'une certaine manière, la reconstruction de cette confiance passe par des mécanismes de relocalisation pendant de la délocalisation de Giddens. Et ces mécanismes de relocalisation, un des idéotypes finalement, ce sont les circuits courts. Les circuits courts, tant du côté des producteurs que des consommateurs, permettent, in fine, aux individus de relocaliser leurs pratiques, de retrouver une maîtrise symbolique ou objective de leurs pratiques. Et à certains égards, elles engagent, ou elles permettent en tout cas, de relier plusieurs dimensions. Si je prends l'exemple du mangeur, ça va permettre de relier des dimensions qui sont de l'ordre de l'intime, du souci de soi, de sa santé, de son rapport au corps, du fait de nourrir ses proches, ses enfants par exemple, avec des dimensions de proximité plus locale, de relocaliser les relations marchandes en ayant des relations d'interconnaissance avec les producteurs, en inscrivant ces achats dans une communauté locale de proximité, mais également auprès de préoccupations plus globales, comme des préoccupations environnementales ou des préoccupations quant au changement de modèle économique. Et donc, c'est bien sur cette expérience commune que va se fonder la possibilité d'une action collective. Alors, si je reviens maintenant sur les trois dimensions que j'ai citées en introduction par rapport au dispositif que nous avons étudié. Effectivement, il est parfaitement clair que ce marché de producteurs représente une innovation organisationnelle en termes d'échanges marchands. Ensuite, il représente également une forme d'alternative, mais moins dans une opposition au sens militante que par l'expérience que permet la relocalisation qui entraîne tant chez les producteurs que chez les mangeurs une activité réflexive, pour le dire autrement, une problématisation de leur activité quotidienne qui fait que tout en étant inscrit dans nos sociétés modernes, donc dans un système délocalisé, ils n'en sont pas extérieurs, cette problématisation, cette réflexivité va entraîner effectivement une réflexion, une critique et des modifications qui sont des formes d'alternatives à la fois dans les manières de consommer, mais également dans les manières de produire ou de vendre ces biens. Enfin, dernier élément, en ce qui concerne la production d'un commun, la production d'une forme de démocratie alimentaire, effectivement, à un niveau local, on voit le développement d'une action collective, on voit le développement de commun entre producteurs et mangeurs, qui passe par exemple par le développement de ce café associatif et d'initiatives citoyennes. Donc on voit bien que l'alimentation va servir de support de changement social, d'une repolitisation, mais à un niveau local, localisé. Et je dirais, et je conclurai là-dessus, c'est alors des limites, je ne sais pas, mais en tout cas, une des caractéristiques, c'est comme ça se fonde sur ce processus de relocalisation, cette dimension d'action collective, de changement social, garde un caractère local.
Il n'y a pas de changement d'échelle ou de volonté de passer à un niveau supérieur, et on peut le caractériser par ce que je qualifierais comme des formes d'entre-soi. Que ce soit chez les mangeurs ou chez les producteurs, on est dans des réseaux localisés, du bouche à oreille, de la cooptation, et du coup, on est face à des publics relativement homogènes. Et l'intensité des relations sociales, des formes de circulation de capital social de proximité sont renforcées par le fait que les groupes soient homogènes. Et en fait, un des principaux défis, finalement, c'est comment, parce qu'au fond, cet entre-soi est facilitateur de l'action collective. Et donc, comment on passe de cet entre-soi à quelque chose qui serait une ouverture vers des publics hétérogènes, tant pour les producteurs que pour les mangeurs, donc vers des publics autres. Et est-ce que si on effectue cette ouverture, cette capacité d'action collective est conservée? Merci pour cette intervention. Donc, des questions qui commencent à arriver, mais avant de lire certaines des questions, Mathieu, dans ce que tu viens d'aborder, on a été effectivement dans cette séquence plutôt sur une vision à l'échelle nationale. Là, à travers cette expérience, on voit bien qu'on est sur une expérience dans la Drôme, donc très, très localisée, une forme d'entre-soi, comme tu l'as évoqué. Est-ce que, dans ta conclusion, tu évoques déjà le fait que finalement, cette ouverture sociale plus large, elle est possible, mais dans ta présentation, tu l'as dit toi-même, on a l'impression qu'il y a une forme de casting social qui se met en place et qui crée un dynamique, un effet domino dans l'innovation sociale. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis systématiques pour que ce modèle puisse s'ouvrir ? Non, alors il y a deux réponses. La première, c'est que certes, ce travail est situé. Donc, on est bien sur une étude ethnographique d'un dispositif bien précis, d'un marché de producteurs en milieu rural. Mais il y a quand même une dimension plus large. C'est-à-dire que l'expérience que vivent ces personnes, ce que je qualifie de délocalisation en m'appuyant sur le concept de guidance, elle, pour le coup, c'est véritablement quelque chose qu'on vit tous, qui est de l'ordre d'une des conditions de la modernité, en fait. Alors, je pourrais revenir un petit peu en détail là-dessus, mais de ce point de vue-là, l'expérience est partagée. Par contre, dans ce genre de dispositif autour des circuits courts, là, on est dans un marché de producteurs, on pourrait parler d'AMAP, on pourrait parler d'autres dispositifs. On est dans des processus localisés qui se revendiquent en tant que tels, qui souvent ne souhaitent pas grandir. Et du coup, il y a une dimension de l'innovation, de l'action collective ou commune qui est également localisée. Du coup, quand on réfléchit à la question de la transition, on se pose nécessairement cette question du changement d'échelle, au-delà de l'entre-soi d'ailleurs, au-delà du fait qu'on ait un certain nombre de caractéristiques sociologiques propres, tant du côté des producteurs que du côté des mangeurs. Et du coup, il y a plusieurs façons de voir ça. On peut le voir comme une limite, en se disant, eh bien, on est face à des innovations qui sont localisées. On peut éventuellement aussi dire que quelque part, le changement d'échelle, il se produit par des processus d'essaimage, c'est-à-dire que certes, chaque dispositif est localisé, mais par contre, en fait, on a une espèce d'essaimage sur le territoire, une multiplication de dispositifs localisés, et que, in fine, peut-être, cet essaimage peut produire une transition plus globale. Mais on est face... Alors là, je parle de choses... alors, en l'occurrence, c'est un marché, donc on ne peut pas parler totalement de militantisme, même si on sent bien que à la fois les usagers de ce marché et les producteurs sont militants. Mais on pourrait poser hypothétiquement le même diagnostic sur la question des filières territoriales, par exemple. Donc, dans des systèmes de filières plus complexes, où au fond, on peut se demander si ces filières ne cherchent pas à rester à taille réduite. Et donc, est-ce que le moyen de monter en puissance, de changer d'échelle, ce n'est pas l'essaimage ? D'accord.
Donc en fait, si je raccourcis, finalement, on parle de circuit court économique et on peut aussi parler de circuit court social sur un territoire avec une volonté d'autonomie dans cette relation. Donc, c'est très très raccourci, mais c'est un peu le sentiment qu'on a à travers cette présentation. Alors, Mathieu, des questions qui arrivent un petit peu en décalé. En fait, je pense que ça va être ça le rythme de la journée. Une présentation, un préchauffage et les questions qui arrivent. Et puis, j'en reposerai aussi, il y a des questions pour David et Clémentine. Alors, Mathieu, y a-t-il une taille optimale pour catalyser une action collective ? Non, il n'y a pas de taille optimale. L'action collective, alors si on prend, je vais prendre un exemple historique qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais le mouvement ouvrier. Mouvement ouvrier, les syndicats, etc., c'est de l'action collective qui se fait à l'échelle d'un pays. Voilà. Mais en l'occurrence, pourquoi je pointe ça ? C'est parce que quand on parle d'alimentation et de relocalisation des pratiques, attention au vocabulaire. Hein. Relocalisation, ça n'a pas à voir avec le territoire, ça n'a pas à voir avec l'industrie. Hein. Mais l'idée qu'on souhaite maîtriser nos pratiques alimentaires. Et donc, par exemple, être plutôt dans une interaction avec des producteurs. Ben, nécessairement, ça veut dire ça implique qu'on relocalise les relations. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un souci en termes d'action collective, c'est-à-dire à quel moment, éventuellement, comme dans le mouvement ouvrier, on passe de quelque chose qui est une relocalisation des pratiques, de l'interaction avec des producteurs locaux, par exemple, à quelque chose qui serait un mouvement plus général, comme on a pu l'observer, par exemple, dans le cadre du mouvement ouvrier, qui a été une action collective qui a produit, par exemple, l'État-providence. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, il y a deux questions en une, donc je vais essayer de les reconstituer. Alors, par rapport à ce que tu viens de présenter, que peut-on faire pour favoriser cette prise de recul par rapport à cette problématisation d'innovation sociale très localisée ? Donc, cette prise de recul, qu'on soit enseignants-chercheurs, acteurs de prévention, parents, citoyens, amis. Et la précision, la question qui va avec, qu'est-ce qui permettrait à tous d'accéder à cette réflexivité, justement, pour ne pas que cela reste dans l'entre-soi ? C'est ce que tu as un peu exprimé tout à l'heure, et qu'il n'y ait pas un éventuel élitisme de la consommation. Alors, je pense que la réflexivité, elle est partagée par tout le monde. Hein. L'entre-soi, mais c'est normal. Je vais prendre un autre exemple, celui des AMAP. Quand vous constituez un réseau, que ce soit du côté des producteurs, on va se coopter, du côté des consommateurs, on va se coopter. Et donc, cette construction du dispositif sur la base de réseaux de proximité locale d'interaction fait que nécessairement, on construit des groupes qui sont proches socialement et qui se connaissent. Et ce qui est d'ailleurs une force pour agir ensemble, en réalité. C'est ce que je dis, l'entre-soi, voilà. Mais y compris dans les AMAP ou dans ce dispositif, les gens se posent des questions sur comment élargir, comment contacter des producteurs qui ne sont peut-être pas exactement dans notre profil, voilà, on se pose la question de qui vient sur le marché, etc. Donc, je dirais, les gens se posent des questions. Donc, je dirais, la difficulté, c'est pas forcément de rester dans une forme d'élitisme, etc. C'est normal qu'une action qui se construise sur le local se constitue sur ces formes d'entre-soi. Mais c'est comment on pense finalement à tous les niveaux, comment on tient compte de ça pour, à un moment donné, se dire... en fait, avoir conscience finalement de cette dimension de la construction du dispositif pour éventuellement passer à autre chose. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est très important, accepter, alors là c'est moins de la sociologie, mais c'est plus dans l'action, accepter la différence, accepter que sur l'alimentation on a des enjeux de valeurs et d'éthique qui sont très importants, et donc il faut aussi accepter de ne pas juger. Alors moi c'est des travaux que je mène par ailleurs beaucoup, puisque je bosse pas mal sur la question de l'aide alimentaire. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, y compris quand on souhaite
construire des dispositifs d'aide alimentaire, d'accès à une alimentation de qualité pour tous, en y mettant des dimensions durables, où souvent la durabilité, comme a pu l'être la santé, devient une espèce d'injonction, comme l'a dit Clémentine. Donc c'est ça, c'est là-dessus où il faut faire attention, je pense. Merci. Alors, une autre question, mais je pense que tu as déjà en partie répondu à cette question. Penses-tu que cet essaimage très localisé pourrait in fine aboutir à un changement plus national? Alors, ma position là-dessus, je pense que l'essaimage participe d'une sensibilisation, participe de la vision, enfin voilà, d'une plus grande vision. Mais par contre, je pense que, vu les enjeux auxquels on fait face et sur lesquels l'alimentation est quand même, comme l'a rappelé Aïvou en introduction, le système alimentaire dans sa globalité voilà, est particulièrement au cœur de ces questions, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'un essaimage. Qu'à un moment donné, il faut que cette action collective ait des débouchés tant sur le plan national qu'international. Et donc, alors après, c'est pas forcément. Je pense que cette expérience commune, que ces systèmes localisés participent potentiellement de la construction de quelque chose, mais qui devra à un moment donné passer par des relais du type associatifs, syndicaux, politiques, qui devront pousser quelque chose qui sera de l'ordre du changement, mais à un autre niveau d'échelle. Niveau national, niveau européen, niveau international. Et ça, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, et je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour construire, pour cristalliser finalement ces dimensions-là. Alors, pour un enseignant-chercheur, la question que je vais poser est peut-être un peu trop prématurée. Est-ce qu'on pourrait dire que la situation dans laquelle on vit par rapport à la crise sanitaire, est-ce qu'elle pourrait être un facteur d'innovation sociale par rapport à la situation, ou finalement, est-ce que ça pourrait être une façon de réinventer des circuits courts, même en termes d'innovation sociale? Oui, alors on l'a vu, hein, on l'a vu là sur le marché de la Drôme, on a travaillé sur ces questions puisque partiellement on est revenu les voir justement après la situation du Covid. On l'a vu aussi sur d'autres terrains sur lesquels on travaille. Clairement, la situation a été un accélérateur. On a vu plein de choses se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça s'est mis en place de manière assez rapide. Par exemple, des producteurs se sont organisés pour aller amener des consommateurs, se sont téléphonés les uns et les autres pour faire des commandes groupées auprès de producteurs qui ne pouvaient plus avoir accès à des marchés, etc. Et donc, si ça s'est mis en place de manière relativement rapide, c'est que derrière, il y avait un fonds d'organisation, de sensibilité qui a permis ça. Ceci étant dit, donc ça, c'était pendant la période de confinement un petit peu dure qu'on a connue en mars. C'est un peu moins vrai maintenant. Et surtout, les choses sont un petit peu retombées. Mais pour vous donner alors voilà, là, il y avait un côté un petit peu pessimiste en disant qu'on n'en était pas encore là au niveau du changement d'échelle. Un côté un petit peu optimiste, c'est que clairement, les producteurs ont eu le sentiment que les mangeurs les remerciaient. Les mangeurs consommateurs leur ont dit, au moment de la crise, merci d'être là. Et donc, voilà, il y a quand même une sensibilité extrêmement forte, un terreau, une expérience qui peut potentiellement permettre d'avancer sur ces questions-là. Merci. Alors, je vais enchaîner avec Clémentine pour voir si par rapport à ce que vient de dire Mathieu, est-ce que cette représentation, est-ce que c'est un peu trop tôt pour évoquer une évolution dans l'imaginaire collectif par rapport à la situation dans laquelle on vit, notamment par rapport à la remarque de Mathieu sur l'évolution des producteurs et le remerciement des consommateurs? Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans la crise sanitaire que nous avons vécue depuis mars, qui finalement continue depuis mars, c'est qu'il y a deux notions qui ont émergé dans le débat public, ou en tout cas qui sont revenues sur le devant de la scène, c'est la notion de souveraineté alimentaire et la notion de résilience alimentaire. Et ça a permis de remettre en débat ces notions-là,
La notion de souveraineté alimentaire, elle a été évoquée par Emmanuel Macron dès sa première intervention en mars. Il en a reparlé pour annoncer le déconfinement également. Cette question de souveraineté alimentaire, elle a été reprise après par la FNSEA qui a expliqué qu'il y avait des limites à ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces deux notions, si on regarde tous les acteurs sur la scène publique, ces deux notions ne sont pas utilisées de la même manière. La souveraineté alimentaire, la résilience alimentaire, selon si on est un syndicat agricole, selon si on est président de la République, selon si on est des associations qui viennent en aide, on voit qu'elle n'est pas utilisée tout à fait de la même manière et qu'elle nous interroge finalement sur son contenu. Par contre, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça a remis dans le débat public ces notions-là et ça nous a permis aussi de repenser, en tout cas de remettre sur la scène médiatique ce qui est aujourd'hui notre système agroalimentaire. Cette question de souveraineté alimentaire notamment, elle a permis de médiatiser en fait aujourd'hui, ça fonctionne comment un système alimentaire. Il y a plusieurs types de circuits, il y a des circuits courts, il y a des circuits mondialisés. Et lorsque l'on a tout ça, comment on peut procéder? Donc, je ne sais pas si on est assez mature, on est encore en plein dedans, j'ai envie de dire, donc je ne sais pas si on a assez de recul. En tout cas, ce qu'on voit d'un point de vue de l'analyse des discours, c'est que ça fait émerger quand même des débats, ou en tout cas, ça les remet sur la scène, et peut-être qu'a posteriori, lorsqu'on sera dans une période plus apaisée, ça permettra de vraiment retravailler ces notions, notamment de souveraineté et de résilience alimentaire. Merci Clémentine. Alors une autre question, alors là plus pour David. Donc du coup on est parti du local et on reprend un peu plus, on revient un peu sur le niveau national. Donc David, votre présentation semble montrer que le système alimentaire est encastré dans un cadre plus large et qu'il s'agit du système économique des pays occidentaux. Faut-il s'attendre à ce que la transition alimentaire soit portée premièrement par un changement de ce dernier ? Vaste question. Disons qu'il faut absolument qu'il y ait un relais, évidemment, institutionnel, politique, enfin un cadre légal, on le voit bien. Et dans les années 70-80, quand on avait ce relais-là, mais c'est un relais qui est largement déformant aussi, on a une obligation absolue à ce que ces initiatives, on a parlé tout à l'heure de questions de taille, il n'y avait pas forcément voilà, une obligation avec une taille critique, mais qu'on a un relais global au point de vue national, là en l'occurrence européen, et à voir en fait quelle dimension est surtout portée. Voilà, si c'est une réglementation sanitaire, ça c'est le cas depuis déjà bien longtemps. Mais si c'est dans le champ des représentations, c'est tout à fait autre chose, parce que le temps que ces éléments-là, ces éléments soient diffusés, surtout par rapport aux particularismes nationaux, on sait qu'il y a d'énormes différences et c'est là où l'entente est un petit peu compliquée et l'entente se fait en général plus sur des réglementations, on va dire sanitaires, et beaucoup moins sur ce lien. Là, j'ai pas mal parlé de territoire, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a parlé aussi de terroir. Ça, c'est plus complexe et là, on arrive dans des luttes, on va dire, entre les pays sur ce regard, sur ce rapport à l'alimentation, ce rapport à la terre et ce qu'on veut en faire. C'est surtout ça. Alors, j'ai une question qui s'adresse à vous trois. C'est plus une question de prise de recul, c'est-à-dire par rapport... Alors, Mathieu et Clémentine, et en partie David, vous avez répondu à cette question, mais finalement, par rapport à la situation qu'on vit actuellement, est-ce que pour vous, il pourrait y avoir une évolution? Alors, bien sûr, vous étudiez la société, donc c'est un phénomène, entre guillemets, intéressant au sens de la recherche, mais est-ce que vous pensez que, comment dire, il pourrait y avoir aussi un épiphénomène en disant, bah, finalement, peut-être que dans 2 ans, la conjoncture, on n'a pas assez de recul et que finalement, le soufflet va retomber et qu'il n'y aura pas finalement tant d'évolution sociale ou de représentation des imaginaires et qu'on va revenir à ce que vous avez présenté en préambule. Est-ce que c'est quelque chose de possible ou vraiment on pense que profondément, ça va changer des éléments? Je veux bien démarrer. Je pense que c'est aussi une question politique, en fait, hein, que c'est effectivement porté par des citoyens, qu'il y a des enjeux de citoyenneté, que les associations de lutte contre la précarité ont beaucoup œuvré pendant les confinements d'hiver, mais qu'il y a aussi une question de politique publique, en fait, qui doit être portée, et c'est la question que je pose à la fin de mon intervention, c'est est-ce qu'on est sur une responsabilité individuelle ou est-ce qu'on est sur une responsabilité politique, publique et collective? Et je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience, j'ai dit, ça a fait émerger dans les débats publics des questionnements qui jusque-là étaient finalement peu portés sur la scène médiatique.
Néanmoins, tout ça pourra prendre corps dans une réalité également qui sera portée à niveau d'État et pas que. Donc, oui, il peut y avoir un effet soufflé qui retombe si aujourd'hui on en reste à des niveaux individuels ou en tout cas à des niveaux qui restent très locaux. Je rejoins Mathieu lorsqu'il dit que l'essaimage c'est bien, mais ensuite il faut aller plus loin que l'essaimage dans des dispositifs plus larges. Et ça ne peut être lié aussi qu'à des directives qui soient beaucoup plus larges et qui soient portées également à niveau d'État, à mon sens. Mathieu ou David? David, tu veux répondre? Juste une précision par rapport à cette figure du producteur. Je termine en disant que tout à l'heure, en disant qu'il pouvait être largement mis en cause. Aujourd'hui, finalement, peut-être qu'on voit un petit peu plus des questions qui produit. Mais finalement, celui qui produit, est-ce que c'est l'acteur principal? Et si c'est l'acteur principal, est-ce que c'est le principal responsable du coup? Et en étant optimiste, il y aura peut-être cette curiosité qui va mener vers plus de compréhension, loin finalement de certains reportages qu'on peut avoir, un peu tapageurs, de certaines émissions voilà, sur cette campagne idéale. Et la figure du producteur, et qui n'est pas forcément le producteur individuel et qui est la plupart du temps seul, ça peut être tout simplement une sorte d'entreprise, grande entreprise, un peu aveugle, etc. Mais il y a peut-être beaucoup plus de questionnement de cette complexité. Et ça, au final, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller loin d'une simplification, de jeu d'échelle, responsable ou pas, amplificateur de la responsabilité ou pas. Là, il y a un vrai questionnement. Quand on dit l'expression souvent de la fourche à la fourchette, c'est on a un questionnement de la complexité de cette sorte de chaîne alimentaire, agroalimentaire, et de cette agro-industrie surtout. Mathieu? Oui, alors moi je pense que clairement la réponse est non. Le soufflet, il ne retombera pas, mais il ne retombera pas parce qu'il était déjà là avant la crise. Il était déjà là avant la crise. Alors la crise a été un accéléré. Effectivement, des choses qui se sont passées pendant la crise peut-être ne sont plus là maintenant. Ça, c'est une évidence aussi. Mais par contre, clairement, on a une critique. En fait, quelque part, d'un point de vue historique, on a quasiment une critique de l'industrialisation agricole de notre système alimentaire dès le début. C'est-à-dire qu'on trouve des critiques du système agricole dès les années 20, au XXe siècle. Alors évidemment, le contexte change, mais cette dimension-là, elle était présente, et elle était présente de manière forte. Mais ce que montrent les trois présentations, au fond, c'est qu'on a, pour les acteurs sociaux, les individus, des formes de réflexivité. Des formes de réflexivité, c'est-à-dire des critiques, des doutes, des problématisations d'une pratique qui est effectivement très routinière, qui est notre pratique alimentaire, donc qui ne change pas comme ça du jour au lendemain, mais dans le système alimentaire moderne produit de la distance, et en produisant de la distance, il produit de la réflexivité, du doute, de la critique, plus ou moins justifiée d'ailleurs, mais d'un point de vue imaginaire, du point de vue des représentations sociales, il crée quand même de la critique et du doute. Et cette critique et ce doute, alors elle peut aller sur plein de points, ça peut aller sur la santé, ça peut être sur la disparition du bon goût, de la gastronomie, ça peut aller sur l'environnement, mais on voit bien, et Clémentine l'a montré à un moment donné, qu'il y a une espèce de cristallisation entre plusieurs dimensions, entre santé, bon goût, bien-être et environnement. Et en fait, du coup, cette cristallisation, alors, on ne peut pas être futurologue, on ne sait pas ce que ça va devenir, si ça va aller assez vite ou pas, etc. Mais en tout cas, elle produit déjà du changement. Je vais prendre un seul exemple, la consommation d'aliments biologiques. La consommation d'aliments biologiques, en l'espace d'une quinzaine d'années, ce qui, à l'échelle des pratiques alimentaires, est relativement court, on a eu une inversion totale du déclaratif en France par rapport à ça. On passe grosso modo de 30% de gens qui disent il y a 15 ans, je consomme de temps en temps du bio, 60% qui disent qu'ils n'en consomment jamais, à exactement l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire grosso modo 30% de gens qui disent qu'ils n'en consomment jamais, 60% qui disent qu'ils en consomment de temps en temps. Alors, c'est sûr, c'est du déclaratif, on n'objective pas une pratique comme ça,
Voilà. Mais donc, clairement, les modifications, elles sont là. Comment elles vont être, comme l'a dit Clémentine, comment elles vont être accompagnées par le politique, comment elles vont être poussées par les citoyens, mais à des dimensions collectives plus fortes que ce qui est en train de se passer, qui existe déjà, qui sont les dimensions, je dirais, plus locales. Ça, c'est des enjeux. Et puis les changements, ils peuvent aller dans de multiples directions avec le même aiguillon, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui va être pris? Est-ce que ça sera suffisamment important? Est-ce qu'on va juste se contenter de modifier un petit peu le système à la marge, etc. Tout est ouvert de ce point de vue-là. Mais en tout cas, la sensibilité, elle est là et elle restera, ça c'est une certitude. Merci. Alors du coup, les questions repartent de plus belle. Alors une question pour David, mais je pense qu'elle est croisée avec vos trois interventions. On est entre l'innovation sociale et un peu l'histoire de ces représentations. Pour David, sur le long terme, donc depuis 1950, est-ce que la consommation locale est réellement en croissance ou est-ce un retour par rapport à cette période où la GMS n'existait pas encore? Si oui, est-ce que le local des années 50 était une contrainte liée au moindre développement de la logistique alimentaire, ou bien y avait-il aussi, comme aujourd'hui, une demande forte de local par une fraction des consommateurs? Là, c'est plus l'organisation en fait de la société. L'organisation de la société fait que dans les années là, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on est quand même encore largement vers, même si à partir de 1931, on a plus d'urbains que de ruraux en France, des gens qui ont, sinon chez eux, au moins accès directement à des consommations sur des marchés, par exemple. Et quand on parle d'agroalimentaire, et notamment d'hypermarchés, etc., on est vraiment sur une explosion dans les années 70, 80 et un petit peu après. Donc, ce local, est-ce que c'est un local un petit peu qui est subi? C'est un peu la question. Ou est-ce que c'est un local qui est choisi? C'est un local qui est avant tout vécu, en fait. C'est une consommation qui est différente parce que c'est une consommation qui est pratique, comme le disait Mathieu tout à l'heure. De toute façon, c'est du quotidien. Ça évolue pas si facilement. Et quand on n'a pas forcément un accès vers l'hypermarché, vers l'hyperconsommation, de toute façon, on consomme comme on pouvait consommer dans les années 30, 40, bon, évidemment d'énormes bouleversements, encore dans les années 50 aussi, mais ce n'était pas tant une recherche de local pour le local, c'était pour une sorte de posture, c'était plutôt une position d'évidence, parce qu'aussi l'accès était beaucoup plus aisé et la pratique était beaucoup plus réelle, tout simplement, de cette consommation-là. Merci. Pour Clémentine, comment les différents discours diffusent-ils auprès des populations en fonction de leur niveau social? Les populations plus favorisées ont-elles plus de clés de décryptage des messages? Alors, je ne sais pas si elles ont plus de clés de décryptage des messages, mais ce qui est sûr, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes, en fait, selon le niveau de catégorie socio-professionnelle en termes d'accessibilité d'alimentation. Il y a eu un débat qui a été lancé récemment avec une secrétaire d'État qui disait que le bien manger était accessible à tous. Et ça posait la question de qu'est-ce que le bien manger? Est-ce que le bien manger, on est sur le bien manger d'un point de vue justement du circuit court? Est-ce qu'on est du bien manger d'un point de vue nutritionnel et diététique? Est-ce qu'on est sur du bien manger? Est-ce que bien manger, c'est juste avoir suffisamment à manger? Donc, je crois que sur les clés de lecture, il y a peut-être quelques différences, mais pas tant que ça. Je pense vraiment que c'est aussi lié aux enjeux des populations. Qu'est-ce qu'elles ont à faire au quotidien pour se nourrir? Et du coup, ça crée forcément des hiérarchies par rapport aux attentes, ce qui fait qu'on sera plus ou moins sensible à des messages. Si aujourd'hui, on n'a pas de problème d'accessibilité à l'alimentation en termes de j'ai de quoi m'acheter à manger tous les jours sans me poser de questions, bien sûr qu'on sera peut-être plus sensible aux questions environnementales parce qu'on aura la capacité de s'en soucier. Et c'est surtout ça aujourd'hui, les différences qui sont liées, c'est effectivement que l'accessibilité à l'alimentation, il faut vraiment avoir en tête en France qu'elle reste encore très variée et selon les catégories socio-professionnelles, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. Donc il y a effectivement
ça qui est lié et qui fait que certaines catégories sont plus ou moins hermétiques à des discours, et c'est lié tout simplement aussi aux échelles de valeur et à ce qu'elles priorisent au quotidien du fait de leurs finances, hein, mais ça peut être aussi d'autres questions qui sont liées. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a du mal sur les catégories socio-professionnelles plus populaires, on a plus de difficultés à sensibiliser aux questions d'environnementalité ou autre chose, mais c'est lié aussi à une notion d'accessibilité. Et je pense que quand on parle du bien et du bon à manger, il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce que cela recouvre comme réalité auprès des différentes populations, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas traiter cela de la même manière. Il y a beaucoup de déterminants, en fait. Les déterminants sont multiples. Il y a des déterminants du temps que l'on peut allouer, il y a des déterminants financiers, des déterminants également de savoir-faire. Et donc, c'est très difficile de réduire cela et de faire un même message pour tout le monde. Merci Clémentine. Alors, vous venez de parler de déterminants comme celui du rapport au temps. Alors, une question pour Mathieu, justement liée au temps. Les liens sociaux, c'est sans doute important et intéressant dans les circuits courts, mais on est plusieurs à ne pas pouvoir profiter de ces liens, faute de temps, vélo, boulot, dodo. Alors, une petite parenthèse, pas de métro en Bourgogne-Franche-Comté. Pouvons-nous vraiment généraliser ce modèle ? Oui, mais évidemment, évidemment. Mais là encore, on pourrait parler d'inégalité sociale. Avoir du temps, c'est un bien et c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous distinguer d'autres catégories. Après, si vous voulez, au-delà, on va aller au-delà peut-être de dispositifs type marché de producteurs, AMAP, etc. Je crois que fondamentalement, ce que j'essaye d'exprimer par le concept de délocalisation, c'est qu'on est pris effectivement dans des sociétés modernes où, quelque part, on a besoin, on doit être de plus en plus fonctionnel, où le temps, la rapidité est quelque chose de plus en plus important. Si je prends la grande distribution, enfin l'évolution de la distribution dont a parlé David précédemment, c'est exactement ce phénomène. C'est-à-dire qu'au fond, aller dans un marché de plein vent traditionnel ou aller directement chez un producteur, vous perdez du temps par rapport au supermarché et encore plus par rapport au drive. Donc il y a cette dimension de rationalisation de nos pratiques d'une certaine façon, de cette course au temps. Mais dans le même temps, en tant que mangeur, on a d'où le succès de la grande distribution, d'où le succès du drive, etc. On a cette logique qui nous guide, cette recherche d'être efficace en termes de temps, etc. Et dans le même temps, on veut aussi perdre du temps. On veut perdre du temps en allant directement chez un producteur parce qu'on a une relation avec lui, on sait, et ça, c'est valorisable aussi socialement. Le fait d'aller chercher un produit ou d'aller perdre du temps dans un marché traditionnel de plein vent ou de perdre du temps dans une AMAP, etc. Mais idem pour la cuisine, on est dans cette ambivalence. À la fois, on veut quelque chose qu'on a juste à réchauffer en 10 minutes et qu'on va consommer et qui ne va pas nous prendre du temps et que, par ailleurs, si on a une famille, des enfants, c'est aussi cette efficacité de la gestion de l'économie domestique, si vous voulez. Et dans le même temps, le samedi, on va passer 3 à 4 heures à faire un bœuf bourguignon, pour prendre un exemple local, qu'on va partager avec des amis et on va vouloir perdre du temps autour de ce bœuf bourguignon. Et ça, ce n'est pas qu'une question de catégorie socio-professionnelle. Ça s'exprime de manière différente en fonction de sa classe sociale, mais c'est vrai pour tout un chacun, cette ambivalence entre à la fois une recherche d'efficacité, une dimension fonctionnelle de notre alimentation, et en même temps ce que je qualifierais de dimension authentico-hédoniste, si vous voulez. Et c'est vrai dans l'approvisionnement, c'est vrai dans la cuisine. Alors, sans transition, on va parler d'approvisionnement et un peu de logistique. Je pense que David a en partie répondu à la question. Alors, je ne sais pas si c'est à qui de vous trois elle s'adresse. Il y a peut-être des enjeux de structuration, notamment en ce qui concerne la logistique des circuits courts et la transformation locale. Qui veut répondre ? Alors, je ne sais pas, David, tu veux répondre ? Je pense que ça sera au centre du travail sur TIGA en fin d'après-midi aussi, de ce point-là, puisque le questionnement est quand même bien là-dessus. Mais Mathieu, si tu as des éléments, je t'en prie. Oui, non, clairement, la question de la logistique dans les circuits courts,
Alors, elle se pose à... Bon, là, c'est presque une réponse en termes d'action, hein, mais elle se pose à... Il y a plein d'enjeux. On peut, pour ne citer que 2 exemples, quand vous cherchez par exemple à faire des circuits courts à destination de l'aide alimentaire, bon, ben, clairement, quand vous voulez approvisionner des épiceries sociales et solidaires via les circuits courts, la question de la logistique devient quelque chose d'extrêmement important. Si vous souhaitez approvisionner la restauration collective en local, là aussi, la dimension logistique est un point extrêmement important. Mais après, sur ces questions-là, c'est-à-dire en fait sur des questions, au fond, où on n'est plus dans du circuit court de consommation individuelle, mais dans du circuit court plus collectif, plus institutionnel, certes, il y a la logistique, mais ce n'est pas le seul point de blocage. Il y a plein de choses, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Je pense qu'il y aura d'autres ateliers qui seront bien plus à même de répondre à ces questions. Effectivement, alors, sauf s'il y avait une autre intervention. En tout cas, merci Mathieu, parce que tu es en train de me faire un teasing pour la suite de la journée. En tout cas, je regarde un petit peu encore. Pour l'instant, il n'y a plus de questions posées pour cette séquence. On est à peu près dans les temps. On a 5 bonnes minutes d'avance. Alors, en tout cas, je voulais vous remercier tous les 3 pour vos interventions et pour la richesse des propos, parce qu'effectivement, commencer le lundi matin avec cette séquence, je pense que ça nous a bien mis en appétit sur toute cette journée et notamment ce qu'on vient de traiter ensemble, les dynamiques de la transition alimentaire, histoire, perspective et pratique. Je pense qu'effectivement, on a bien, lors de cette séquence, basculé entre l'histoire et la prise de recul par rapport à toute cette construction qui s'est mise en place et puis ces perspectives. Effectivement, on voit bien que le débat est riche, on voit bien que la situation dans laquelle on vit nous amène à nous poser d'autres questions, notamment sur l'évolution de l'imaginaire collectif ou alors de l'innovation sociale. Je vous remercie tous les 3. Merci David, merci Clémentine et merci Mathieu pour vos interventions.